L'actualité internationale donne aujourd'hui le sentiment d'un monde en pleine recomposition, marqué par une affirmation de puissance de plus en plus décomplexée des États-Unis. Cette dynamique suscite de nombreuses interrogations, notamment en Europe, où les réactions peinent à s'imposer avec clarté et cohérence. Sur la scène diplomatique comme dans le débat politique intérieur, la voix de la France apparaît affaiblie, moins audible, moins influente. Le président Emmanuel Macron, autrefois présenté comme un acteur central du dialogue international, semble désormais peser davantage en retrait face à des rapports de force qui se durcissent. Lorsque l'équilibre mondial se modifie aussi rapidement, cela ne constitue pas nécessairement une perspective rassurante. Les périodes de transition géopolitique sont souvent synonymes d'incertitude, de tensions accrues et de décisions unilatérales dont les conséquences dépassent largement les frontières des États concernés. C'est dans ce contexte mouvant, voire instable, que s'ouvre cette nouvelle séquence de l'actualité internationale. Les États-Unis, à peine sortis d'une opération militaire présentée comme achevée, du moins provisoirement, semblent déjà se projeter vers un nouvel objectif stratégique. Le président américain Donald Trump a en effet désigné publiquement le Groenland comme une priorité à venir. Ce territoire, qui bénéficie d'un statut autonome tout en relevant du Danemark, se trouve au cœur d'un ensemble d'alliances occidentales puisqu'il dépend d'un pays membre à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Le dimanche 4 janvier, à bord d'Air Force One, Donald Trump a réaffirmé sans détour ses intentions. Selon ses déclarations, le Groenland revêt une importance majeure du point de vue de la sécurité nationale des États-Unis. Il a également mis en cause la capacité du Danemark à assurer seul la gestion et la protection de ce territoire stratégique. Plus encore, le président américain a évoqué un calendrier précis, affirmant que la question du Groenland serait, selon lui, réglée dans un délai de quelques semaines. Ces propos, assumés et directs, traduisent une forme de bellicisme politique qui éclaire rétrospectivement certaines décisions récentes de Washington. Ils s'inscrivent dans une vision du monde où les États-Unis considèrent leur sphère d'influence comme s'étendant bien au-delà de leurs frontières traditionnelles, englobant l'ensemble du continent américain et désormais des territoires stratégiques situés à des milliers de kilomètres. Dans ce cadre, les justifications avancées pour certaines opérations militaires récentes apparaissent sous un jour différent. La lutte contre le narcotrafic, souvent mise en avant, mérite d'être replacée dans une perspective factuelle. La cocaïne qui circule massivement sur le territoire américain provient principalement de pays comme la Colombie, l'Équateur ou le Pérou. Le Venezuela, quant à lui, est généralement décrit comme un pays de transit plutôt que comme un centre de production. De la même manière, l'argument selon lequel ces interventions viseraient avant tout à restaurer la démocratie ou à rendre le pouvoir au peuple vénézuélien est largement débattu sur la scène internationale. Les faits montrent que le Venezuela traverse depuis plusieurs années une crise politique profonde, marquée par la concentration du pouvoir, l'affaiblissement des contre-pouvoirs et la remise en cause des libertés fondamentales sous la présidence de Nicolás Maduro, en place depuis 2013. Ce constat est partagé par de nombreux observateurs. La confiscation du pouvoir et la restriction des droits civiques ont porté atteinte à la dignité et aux conditions de vie d'une large partie de la population vénézuélienne. La situation actuelle ouvre donc une période charnière durant laquelle l'avenir politique du pays reste incertain. La communauté internationale insiste désormais sur la nécessité d'une transition qui soit à la fois pacifique, démocratique et pleinement respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Une transition qui ne saurait être imposée de l'extérieur, mais qui devrait s'appuyer sur des processus institutionnels légitimes et sur le respect du droit international. Dans ce contexte global, entre affirmation de puissance, redéfinition des zones d'influence et fragilisation des équilibres diplomatiques, l'évolution de l'ordre mondial soulève une question centrale, celle de la capacité des acteurs internationaux, et en particulier européens, à défendre une vision fondée sur la coopération, le multilatéralisme et la stabilité à long terme. Mais un élément mérite d'être souligné avec attention. À aucun moment le président américain n'a fait explicitement référence à la démocratie, ni à l'organisation d'élections libres et transparentes au Venezuela. Cette absence de discours n'est pas anodine. Donald Trump n'a exprimé aucun soutien particulier à Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne pourtant récemment distinguée par un prix Nobel de la paix et connue pour ses positions économiques ultralibérales.
Il ne s'est pas davantage prononcé en faveur d'Edmundo González Urrutia, que l'opposition désigne comme le vainqueur de l'élection présidentielle de 2024 et que le président français Emmanuel Macron propose pour sa part comme un possible acteur de la transition politique. À l'inverse, tout semble indiquer que Donald Trump s'accommode sans difficulté de la continuité autoritaire du régime en place. La transition annoncée ne s'appuie pas sur une alternance démocratique, mais sur une réorganisation interne du pouvoir. C'est ainsi que la vice-présidente de la République bolivarienne, Delcy Rodriguez, est appelée à assurer l'intérim laissé par Nicolás Maduro. Personnalité centrale de l'appareil d'État, elle incarne la permanence d'une élite dirigeante solidement installée. Elle occupe par ailleurs un poste stratégique, celui de ministre des hydrocarbures. Cette donnée est loin d'être secondaire. Le Venezuela possède en effet les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Son sous-sol concentre une richesse énergétique considérable, convoitée depuis des décennies. Jusqu'au milieu des années 1970, ces ressources étaient largement exploitées par de grandes compagnies américaines. Mais en 1976, face à ce qui était alors perçu comme un pillage des ressources nationales, l'État vénézuélien a décidé de nationaliser les actifs de plusieurs géants pétroliers étrangers, dont ExxonMobil, Shell et Chevron. Depuis cette nationalisation, les entreprises pétrolières américaines n'ont jamais renoncé à l'idée de reprendre le contrôle de ces installations et de retrouver les niveaux de rentabilité qu'elles connaissaient avant cette rupture historique. Selon certaines estimations économiques, l'exploitation du pétrole vénézuélien par des intérêts américains pourrait générer jusqu'à 100 milliards de dollars de revenus annuels. Cette perspective permet de mieux comprendre les enjeux réels qui sous-tendent les discours officiels et les choix stratégiques actuels. Dans ce contexte, la position de la France apparaît particulièrement délicate. Emmanuel Macron semble éloigné de ces réalités géopolitiques et économiques, tout comme des principes fondamentaux du droit international. Le chef de l'État français ne s'est en effet pas exprimé publiquement pour condamner l'incursion militaire américaine ni l'enlèvement de Nicolás Maduro. Ce silence interpelle. Il s'explique en partie par l'agenda diplomatique du moment. Ce mardi se tient à Paris un sommet des dirigeants de la coalition des volontaires engagés sur le dossier ukrainien. À l'heure où les États-Unis donnent des signes de désengagement progressif de l'Alliance atlantique, Emmanuel Macron semble soucieux de ne pas froisser Washington, ni de fournir un prétexte supplémentaire à Donald Trump pour se distancier davantage de ses alliés européens. Dans cette logique, les principes du droit international semblent relégués au second plan. Pourtant, au sein même de l'appareil d'État français, les discours ne sont pas entièrement alignés. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, adopte une ligne sensiblement différente, laissant transparaître des tensions entre le Quai d'Orsay et l'Élysée. Une dissonance qui reflète les hésitations françaises face à une situation complexe et politiquement sensible. La position officielle de la France, telle qu'exprimée par son ministre des Affaires étrangères, repose sur deux axes principaux. D'une part, le constat selon lequel Nicolás Maduro dirigeait un régime autoritaire, caractérisé par la confiscation des libertés et la contestation des processus électoraux. À ce titre, son départ est présenté comme une évolution positive pour une population vénézuélienne éprouvée par des années de crise politique, économique et sociale. D'autre part, la France rappelle que les méthodes employées pour provoquer ce changement de pouvoir posent un problème de fond. Le droit international encadre strictement l'usage de la force. Si celui-ci peut être légal dans certaines circonstances précises, notamment dans la lutte contre le terrorisme, il doit impérativement respecter des règles claires et reconnues. Le ministre rappelle à ce titre que la France elle-même intervient militairement dans des cadres juridiques définis, comme ce fut le cas récemment lors de frappes contre des groupes terroristes affiliés à Daesh en Syrie. Ce rappel vise à souligner une distinction essentielle. L'usage de la force, lorsqu'il est admis par le droit international, ne saurait être arbitraire ni unilatéral. Il doit s'inscrire dans un cadre légal précis, respectueux des souverainetés nationales et des équilibres internationaux. Une exigence qui, dans le cas vénézuélien, continue de susciter un débat profond au sein de la communauté internationale. Sans ces règles communes, sans ce cadre juridique partagé, le monde se retrouve mécaniquement soumis à la loi du plus fort. C'est précisément ce constat que plusieurs responsables politiques français ont formulé ces derniers jours, avec plus ou moins de nuances. Gabriel Attal a ainsi résumé la situation en évoquant un ordre international qu'il juge désormais dépassé, estimant que les cadres hérités du passé ne parviennent plus à contenir la violence et l'instabilité d'un monde devenu, selon ses termes, plus dangereux. Dans ce contexte, l'Europe apparaît tiraillée entre l'affirmation de principes
qu'elle continue de revendiquer, respect du droit, souveraineté des États, multilatéralisme et une réalité géopolitique qui la relègue souvent au rang de spectatrice. Une spectatrice attentive, mais largement impuissante face à l'effritement progressif des règles qu'elle s'est pourtant efforcée de défendre pendant des décennies. Trop souvent, elle se retrouve dans la position inconfortable de protectrice d'institutions perçues comme obsolètes, peinant à s'imposer face à des puissances qui privilégient désormais l'action unilatérale. Cette lecture n'est cependant pas unanimement partagée au sein du camp présidentiel. Nathalie Loiseau, ancienne tête de liste de la majorité aux élections européennes, a tenu à nuancer, voire à corriger cette approche. Selon elle, le silence relatif des dirigeants européens ne relève pas d'une stratégie mûrement réfléchie, mais traduit surtout une volonté d'éviter une confrontation directe avec Donald Trump. L'objectif serait avant tout de préserver un canal de dialogue avec Washington afin de limiter les conséquences de la position américaine sur le dossier ukrainien. Pour Nathalie Loiseau, cette posture constitue avant tout un aveu d'impuissance et de faiblesse politique. Elle met en garde contre le risque que représente une telle attitude dans un contexte où les ingérences étrangères dans les démocraties occidentales sont de plus en plus dénoncées. Fermer les yeux sur une intervention majeure visant à renverser un dirigeant étranger, même autoritaire, pose selon elle un problème de cohérence. Cette indulgence pourrait, à terme, affaiblir la crédibilité européenne lorsqu'il s'agira de défendre ses propres intérêts. Elle soulève également une question centrale, celle de la réaction européenne face à de futures revendications américaines, notamment concernant le Groenland. Si une telle exigence venait à se concrétiser, l'Europe pourrait être tentée de changer de ton au motif que ses intérêts directs seraient alors menacés. Une distinction qui poserait, là encore, un sérieux problème de cohérence politique et morale. À gauche de l'échiquier politique français, les réactions ont été immédiates et largement critiques. Les députés socialistes et apparentés ont exprimé une condamnation claire de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes du Venezuela. S'ils rappellent avoir toujours dénoncé le caractère autoritaire du régime de Nicolás Maduro, ils estiment que les pratiques unilatérales, qu'elles soient politiques, judiciaires, militaires ou coercitives, fragilisent l'ordre international fondé sur le droit. Selon eux, ces interventions compromettent durablement la stabilité régionale et contribuent à banaliser des méthodes qui pourraient demain être utilisées contre d'autres États, y compris en Europe. Leur position s'inscrit dans une défense rigoureuse du multilatéralisme et du respect des souverainetés nationales, indépendamment de la nature des régimes en place. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, insiste sur ce qu'il considère comme une application sélective des principes internationaux. Il souligne une nouvelle fois l'existence de ce qu'il décrit comme un système à deux vitesses, où certaines interventions seraient de juger légitimes, tandis que d'autres seraient immédiatement condamnées. Cette logique, donc, selon lui, entretient une forme d'indifférence face à des pratiques pourtant similaires dans leur nature. Il met en garde contre l'idée qu'il existerait des bonnes et des mauvaises invasions, une distinction qui, à ses yeux, mine profondément la crédibilité du droit international. En tolérant certaines violations au nom d'intérêts stratégiques ou politiques, la communauté internationale prendrait le risque de normaliser l'usage de la force comme outil de régulation des rapports entre États. À travers ces prises de position contrastées, un constat s'impose: la crise vénézuélienne dépasse largement le cadre d'un affrontement régional. Elle agit comme un révélateur des fragilités de l'ordre international actuel, des hésitations européennes et des tensions croissantes entre principes affichés et réalités géopolitiques. Une situation qui interroge profondément la capacité des démocraties à défendre, de manière cohérente et crédible, les règles qu'elles ont elles-mêmes contribué à établir. L'un des points centraux du débat, qui traverse aujourd'hui la classe politique française et européenne, repose sur une question fondamentale. Peut-on hiérarchiser les invasions militaires? Peut-on considérer qu'il existerait des interventions légitimes et d'autres qui ne le seraient pas? Pour plusieurs responsables politiques, la réponse est sans ambiguïté: il n'existe pas de bonne invasion. Selon cette lecture, l'intervention américaine au Venezuela ne saurait être considérée comme acceptable, pas davantage que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ni que les opérations militaires menées à Gaza, largement condamnées sur la scène internationale. Toutes relèveraient d'une même logique: l'usage de la force pour imposer un changement politique ou territorial, en violation des principes fondamentaux du droit international. Cette position insiste sur un point essentiel: le droit international ne constitue pas une abstraction juridique réservée aux diplomates. Il représente, dans un monde marqué par des rapports de force asymétriques, la seule garantie collective de paix et de stabilité.
L'affaiblir, le contourner ou l'appliquer de manière sélective revient à ouvrir la voie à un ordre mondial dominé par la puissance brute, où les États les plus forts imposent leur volonté aux plus faibles. C'est dans ce cadre que certains responsables politiques exigent la libération immédiate et le retour au Venezuela de Nicolás Maduro, ainsi que celui de son épouse, présenté dans cette affaire comme un levier de pression destiné à impressionner et dissuader d'éventuels adversaires. Cette demande s'inscrit moins dans une défense du dirigeant déchu que dans une affirmation de principe: aucune arrestation, aucun enlèvement, aucun changement de régime ne saurait être justifié hors d'un cadre légal international reconnu. Dans le même temps, il est largement admis qu'une partie importante de la population vénézuélienne ne souhaite pas le retour de Nicolás Maduro au pouvoir, tant son régime a été associé à la répression politique, à la dégradation des libertés et à une crise économique majeure. Cette réalité n'efface toutefois pas la question de fond posée par les méthodes employées pour provoquer sa chute. Sur ce point, Marine Le Pen a également pris position. Elle rappelle qu'il existait, selon elle, de nombreuses raisons de condamner le régime de Nicolás Maduro. Mais elle affirme qu'une raison primordiale doit primer sur toutes les autres: le respect absolu de la souveraineté des États. Cette souveraineté, indépendamment de la taille, de la puissance ou de la localisation géographique d'un pays, ne saurait être négociable. Elle constitue un principe inviolable du droit international. Pour étayer cette position, elle invoque un précédent historique majeur: l'intervention américaine en Irak en 2003. En moins d'un mois, le régime de Saddam Hussein avait été renversé et son dirigeant arrêté. Pourtant, plus de 20 ans après, l'Irak demeure profondément marqué par l'instabilité, les violences et les divisions internes engendrées par cette intervention. Cet exemple est régulièrement cité pour illustrer les conséquences durables et souvent imprévisibles des changements de régime imposés de l'extérieur. De ce point de vue, la démocratie ne peut être exportée par la force. Elle ne se décrète pas à travers des opérations militaires. Les transformations politiques durables ne peuvent venir que des peuples eux-mêmes lorsqu'ils décident collectivement de leur avenir. L'histoire contemporaine offre de nombreux exemples de populations qui, sans intervention étrangère directe, se mobilisent contre des régimes autoritaires au nom de leurs droits et de leur liberté. À travers l'ensemble de ces prises de position, un message transversal se dégage. La crise vénézuélienne ne peut être dissociée d'une réflexion plus large sur l'état du droit international et sur la cohérence des réponses apportées par les grandes puissances et leurs alliés. Accepter certaines violations, tout en condamnant d'autres, affaiblit la crédibilité du système international et alimente un sentiment d'injustice et d'arbitraire. Ce débat, loin d'être théorique, engage directement l'avenir des relations internationales. Il pose une question essentielle. Dans un monde de plus en plus instable, les États choisiront-ils de préserver un ordre fondé sur des règles communes ou accepteront-ils progressivement un système où la force prime sur le droit?